Monsieur, vous devez attendre dehors. Le juge ne leva même pas les yeux de ses papiers. Cette salle d'audience n'est pas un lieu pour les vendeurs ambulants. L'homme en costume simple répondit calmement « Je suis un homme d'affaires, votre honneur. J'ai une audience prévue. » « Un homme d'affaires ?» Le juge éclata de rire. « Bien sûr. Sécurité escortez ce monsieur jusqu'à la sortie. » Il prit son téléphone et tapa rapidement un message. De l'autre côté de la ville, 500 employés cessèrent de travailler. Personne dans le palais de justice n'avait la moindre idée de ce qui venait de commencer. Marcus Silva ajusta sa cravate et regarda sa montre. 15 minutes de retard. La Cour supérieure du comté de Los Angeles grouillait d'avocats en costumes coûteux et de juges pressés, mais personne ne semblait remarquer l'homme noir de 42 ans assis sur le banc en bois. Affaire suivante, Silva Enterprises contre Millennium Construction Company. Marcus se leva et se dirigea vers la table des accusés. Le juge Robert Matthews, âgé de 60 ans, aux cheveux grisonnants et à l'air supérieur, le regarda par-dessus ses lunettes avec un mépris évident. « Où est votre avocat ?» demanda le juge en feuilletant les documents sans intérêt. « Je me représente moi-même, votre honneur. » « Vous vous représentez vous-même » Le juge eut un rire sec. « Monsieur, il s'agit d'un procès de 15 millions de dollars. Avez-vous la moindre idée de ce que cela signifie ?»« Oui, votre honneur, je le sais. » Le juge examina Marcus de haut en bas. Costume simple, montre ordinaire, chaussures non cirées. Rien qui indique que cette personne soit capable de gérer 15 millions. Écoutez, je vais être direct. D'après votre apparence, j'imagine que vous n'avez pas les moyens de payer les frais de justice. Je vais vous désigner un avocat commis d'office. Je n'en ai pas besoin. Votre honneur, je peux payer ma propre défense. Bien sûr que vous le pouvez. Le juge roula des yeux. Sécurité, vérifiez si ce monsieur a des documents prouvant son statut d'homme d'affaires. Marcus ouvrit sa mallette et tendit une pile de documents. L'agent de sécurité les apporta à la table du juge, qui les parcourut rapidement. Silva Enterprises LLC, une petite entreprise, comme je m'en doutais. Le juge les parcourut à peine. Monsieur Silva, je vais être clair. Millennium Construction est l'une des plus grandes entreprises du pays. Elle dispose d'une équipe de 20 avocats. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? Oui, votre honneur, c'est votre choix. Mais quand vous perdrez, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Le juge frappa son marteau. L'audience est fixée à la semaine prochaine. J'espère que vous profiterez de ce temps pour trouver un vrai avocat. Marcus rangea calmement ses papiers. En quittant le tribunal, il prit son téléphone et passa un appel. « Bonjour Carole, c'est moi. Peux-tu annuler la réunion avec les gens de Chevron? J'ai une affaire personnelle à régler. » « Mais Marcus, cela représente 400 millions de contrats. Ça devra attendre. Oh, et annule aussi la signature pour le centre commercial. On repoussera de quelques jours. 80 millions d'investissements en suspens? Oui, je t'expliquerai plus tard. » Marcus raccrocha et sourit. Le juge Robert Matthews venait de commettre la plus grave erreur de sa carrière, mais il ne le savait pas encore. Le lundi suivant, Marcus arriva au bureau de Silva Enterprises à 6 heures du matin. Le bâtiment de 15 étages situé dans le centre-ville de Los Angeles était encore vide, à l'exception des gardes de sécurité de nuit. « Bonjour, monsieur Silva », le salua Roberto, le portier. « Le conseil d'administration est déjà dans la salle de conférence. » Marcus acquiesça et se rendit directement au dernier étage. 5 hommes et 3 femmes, tous vêtus de costumes impeccables, attendaient autour d'une table en verre. « Marcus, nous devons parler de l'affaire Millennium », dit Carol Menendez, sa partenaire depuis 20 ans. « Ils proposent un règlement à l'amiable de 12 millions. Je n'accepterai pas. Mais c'est une bonne somme, et cela nous évite les tracas judiciaires. » Marcus se servit une tasse de café et regarda par la fenêtre. En bas, la ville s'éveillait. Des centaines d'employés entraient dans les immeubles construits par son entreprise. Ce n'est pas une question d'argent, Carole. Alors de quoi s'agit-il? De fierté? Et il s'agit de justice. Carlos Rivera, le directeur financier, s'éclaircit la gorge. Marcus, avec tout le respect que je vous dois, vous auriez dû voir la tête du juge. Il ne croit pas que nous sommes une entreprise sérieuse. Et vous pensez qu'il a raison? Bien sûr que non, mais les apparences comptent. Peut-être que si tu te présentais au tribunal avec... Carlos hésita. Avec quoi, Carlos? Avec de meilleurs vêtements, une voiture plus luxueuse, quelque chose qui montre notre niveau. Marcus rit. Mon niveau, c'est de travailler 16 heures par jour depuis 20 ans. Mon niveau, c'est de payer à temps les salaires de 3000 employés.
Mon niveau, c'est de construire des bâtiments qui ne s'écroulent pas. Nous le savons, Marcus, mais le juge, lui, ne le sait pas. Il l'apprendra. La réunion s'est terminée sans accord. Marcus a passé le reste de la matinée à examiner des contrats et à analyser des propositions. Dans l'après-midi, son téléphone a sonné. « Allô, Marcus, c'est Fernando de l'entreprise de construction Almeida. J'ai entendu dire que vous aviez des problèmes au tribunal. » « Ce ne sont pas des problèmes, Fernando. C'est une procédure normale. » « Je vois. Écoutez, si vous avez besoin d'un avocat, je peux vous en recommander quelques-uns. Ils sont chers mais efficaces. Merci, mais je me défendrai moi-même. » Silence à l'autre bout du fil. « Marcus, tu es sûr? Robert Matthews est connu pour être difficile avec les petits entrepreneurs. » « Petits? Tu sais bien, les entreprises familiales sans beaucoup de capital. Ils préfèrent traiter avec les grandes sociétés. » Marcus raccrocha pensif. Silva Enterprise avait démarré avec lui et 2 ouvriers du bâtiment sur un projet de 500 000 $. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, le chiffre d'affaires annuel dépassait les 2 milliards. Mais apparemment, cela n'avait aucune importance si vous portiez un costume de Men's Warehouse. À 6 heures du soir, Marcus quittait le bureau lorsqu'il rencontra John, son chauffeur depuis 15 ans. « Monsieur Marcus, l'Audi est au garage. Je vous appelle un Uber ?»« Ce n'est pas la peine, John. Je prendrai le métro. »« Le métro ? Mais monsieur, détends-toi. Je ne vais pas fondre. » À la station, Marcus acheta son ticket et attendit le train. À côté de lui, 2 cadres discutèrent bruyamment. « Tu as vu l'affaire Silva Enterprises ? 15 millions contre Millennium. »« Oui, j'ai vu. Pauvre type. Il n'a aucune chance. »« Oui, un petit bonhomme qui essaie de se battre contre un géant. » Marcus sourit et monta dans le train. S'il savait que le petit bonhomme avait construit la moitié des immeubles du centre-ville de Los Angeles, mais ils allèrent bientôt le découvrir. La 2e audience était prévue pour jeudi à 10 heures du matin. Marcus arriva avec 15 minutes d'avance et découvrit une véritable opération de guerre mise en place par Millennium Construction. 6 avocats en costume italien occupaient 3 tables, des piles de documents, des ordinateurs portables ouverts, des assistants qui couraient dans tous les sens. Le chef de l'équipe, le docteur Augustus Ferreira, salua Marcus avec un sourire condescendant. « Monsieur Silva, il est encore temps d'accepter notre accord. 12 millions, c'est une offre généreuse. »« Merci, maître, mais nous allons poursuivre. »« Comme vous voulez. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. » Le juge Robert Matthews entra dans la salle avec son air impérial habituel. Il frappa son marteau et regarda Marcus droit dans les yeux. « Monsieur Silva, je pensais que vous auriez pris un avocat. »« Je n'en avais pas besoin, votre honneur. »« Vous n'en aviez pas besoin. » Le juge secoua la tête. « Très bien. Commençons. Docteur Augustus, vous pouvez présenter la défense de Millennium. » Pendant 40 minutes, l'avocat de Millennium présenta des arguments techniques, cita la jurisprudence et présenta des rapports d'ingénierie. Une présentation impeccable qui dépeignait Silva Enterprises comme une entreprise incompétente ayant livré un bâtiment présentant des défauts structurels. Et par conséquent, votre honneur, nous demandons non seulement le rejet de l'action, mais également une indemnisation pour préjudice moral d'un montant de 5 millions de $. Le juge approuva d'un signe de tête. « Très bien, docteur Augustus. À présent, monsieur Silva, votre défense. » Marcus se leva calmement et ouvrit sa mallette. Il en sortit une seule feuille de papier. « Votre honneur, Millennium Construction affirme que notre entreprise a livré un bâtiment présentant des défauts structurels d'une valeur de 15 millions. » « Exactement. Et ils peuvent le prouver. »« Puis-je poser une question, votre honneur ?» Le juge soupira. « Allez-y. Connaissez-vous le chiffre d'affaires annuel de Silva Enterprises? Est-ce pertinent pour l'affaire? C'est important pour comprendre si 15 millions représentent une somme importante pour nous. » Le docteur Augustus se leva. « Votre honneur, cela n'a aucun rapport. »« Laissez-le répondre, » dit le juge intrigué. « Quel est le chiffre d'affaires, monsieur Silva ?» Marcus regarda le document qu'il tenait dans ses mains. « L'année dernière, 2,3 milliards de $. » Silence total dans la salle. « 2 milliards ?» Le juge cligna plusieurs fois des yeux. « C'est exact, votre honneur. 15 millions représente 0,6% de notre chiffre d'affaires annuel. C'est comme si quelqu'un qui gagne 2 000 $ par mois se battait pour 12 $. Le docteur Augustus tenta d'intervenir. «
Votre honneur, les chiffres peuvent être manipulés. Puis-je vous présenter notre déclaration d'impôt? Marcus sortit un autre document de sa mallette. Ou mieux encore, je peux demander à l'IRS de confirmer ces données. Le juge prit le document d'une main tremblante. Il relut les chiffres plusieurs fois. Monsieur Silva, cela indique que vous avez payé 400 millions de dollars d'impôts l'année dernière. Exactement, votre honneur. Nous sommes la 3e plus grande entreprise de construction du pays. Le silence dans la salle était assourdissant. Les 6 avocats de Millennium semblaient avoir perdu leur langue. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit avant? Balbutia le juge. Vous ne l'avez pas demandé, votre honneur. En fait, vous avez dit que vous n'aviez pas besoin de lire nos documents parce que nous étions une petite entreprise. Le juge rougit. C'était un malentendu. C'était un préjugé, votre honneur. Vous m'avez regardé et vous avez décidé qu'un homme noir en costume simple ne pouvait pas posséder une entreprise d'1 milliard de dollars. Monsieur Silva, je n'ai jamais fait de discrimination. Jamais jugé sur l'apparence. Marcus rangea calmement ses papiers. Votre honneur, 15 millions pour Silva Enterprises, c'est de l'argent de poche. Nous sommes ici par principe. Le juge regarda à nouveau les documents, comme s'il n'en croyait pas ses yeux. Monsieur Silva, puis-je vous demander quelles sont vos autres activités? Marcus sourit pour la première fois depuis le début de l'audience. Bien sûr, votre honneur, avec plaisir. Marcus retourna s'asseoir et ouvrit une tablette. L'écran affichait un tableau contenant des dizaines de lignes. Votre honneur, outre Silva Enterprises, nous sommes actionnaires majoritaires dans d'autres sociétés. Puis-je vous en citer quelques-unes? Le juge acquiesça, encore en train d'assimiler les informations précédentes. Silva Shopping Centers, propriétaire de 17 centres commerciaux à Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Chiffre d'affaires annuel de 800 millions. Le docteur Augustus déglutit péniblement. Silva Development, responsable de 40% des lancements immobiliers de luxe à Los Angeles. Chiffre d'affaires d'1 milliard 200 millions. Le juge notait les chiffres sur une feuille de papier. Silva Logistics. Nous transportons 70% du fret du port de Los Angeles vers l'intérieur des terres. 400 millions par an. Monsieur Silva, l'interrompit le juge. Combien de sociétés possédez-vous? 43, votre honneur. Puis-je continuer? Je vous en prie. Silva Agribusiness. 120 000 acres dans la vallée centrale. Premier producteur d'amandes de la région. Silva Energy. 5 centrales solaires. 2 parcs éoliens. Silva Ventures. Participation dans 16 entreprises technologiques. À chaque nom prononcé, le silence dans la salle s'épaississait. Silva Mining. 3 carrières dans le Nevada. Silva Communication. Propriétaire de Metropolitan Radio et Channel 7. Silva Investments. Gestion de fonds avec 2 milliards de dollars en portefeuille. Le juge cessa d'écrire. Le stylo était tombé de sa main. Monsieur Silva, cela signifie que vous êtes milliardaire. Oui, votre honneur. Forbes m'a classé 47e fortune américaine l'année dernière. Le docteur Augustus murmura quelque chose à son équipe. Les autres avocats avaient l'air paniqués. Mais il y a quelque chose d'intéressant, votre honneur, continua Marcus en fermant la tablette. Millennium Construction, qui nous poursuit en justice, a travaillé sur 5 de nos projets au cours des 3 dernières années. Que voulez-vous dire? Ils ont été sous-traités par Silva Enterprises pour la construction de centres commerciaux. Ils ont reçu 32 millions de dollars en paiement. Le docteur Augustus se leva rapidement. Votre honneur, cela n'a aucun rapport avec l'affaire en cours. Si, ça a un rapport, sourit Marcus. Parce que le défaut structurel qu'ils allèguent dans le bâtiment d'Augusta Street est exactement le même système de construction qu'ils ont utilisé dans nos centres commerciaux. Un système qu'ils ont eux-mêmes approuvé et loué. Le juge regarda les avocats de Millennium. Docteur Augustus, est-ce vrai? Votre honneur, nous devrions vérifier. Pas besoin de vérifier, dit Marcus en sortant un autre document de sa mallette. Voici un email du docteur Augustus lui-même, datant de 6 mois, félicitant notre équipe pour l'excellence technique et l'innovation structurelle du centre commercial Silva West. Le docteur Augustus pâlit. Le même système qu'il qualifie aujourd'hui de défectueux, continua Marcus. Il est curieux de voir comment les opinions changent en fonction de qui paie, n'est-ce pas? Le juge lut l'email et secoua la tête. Docteur Augustus, avez-vous une explication? Votre honneur, je dois consulter mes dossiers.
Inutile de consulter quoi que ce soit, dit Marcus en rangeant les documents. La vérité est simple. Millennium est en faillite. Ils doivent 120 millions à leurs fournisseurs et pensent pouvoir nous extorquer de l'argent parce qu'ils pensaient que nous étions une petite entreprise. « Ce n'est pas vrai », s'écria le docteur Augustus. « Vous voulez parier ?» Marcus prit son téléphone. « Je peux appeler le président de la Bank of America tout de suite. Il m'a dit hier que Millennium avait demandé un prêt supplémentaire de 60 millions et s'était vu refuser le crédit. » Le silence revint dans la salle. Le juge regarda Marcus avec une expression complètement différente. Il n'y avait plus de mépris. Il y avait du respect et de la peur. « Monsieur Silva, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr, votre honneur. » « Pourquoi n'avez-vous pas donné cette information dès le début ? Pourquoi m'avez-vous laissé vous traiter ainsi ?» Marcus se leva et ajusta sa veste simple. « Parce que je voulais voir jusqu'où iraient les préjugés, votre honneur. Et je peux dire qu'ils ont dépassé mes attentes. » Le juge Robert Matthews ordonna une suspension d'audience de 15 minutes. En quittant la salle, ses jambes tremblaient. Dans le couloir, il appela sa femme. « Hélène, j'ai quelque chose à te dire. »« Qu'y a-t-il, Robert ? Tu as l'air bizarre. » « Je viens de découvrir que j'ai commis la plus grosse erreur de ma carrière. » Pendant ce temps, dans la salle d'audience, le docteur Augustus tentait de réorganiser sa stratégie avec l'équipe de Millennium. « Comment avez-vous pu ne pas me dire que Silva Enterprises était une entreprise qui valait 1 milliard de dollars ? Patron, nous ne le savions pas. L'enregistrement que nous avons reçu provenait de la société mère, qui apparaît comme une petite entreprise dans le système. » Une petite entreprise, un homme qui gagne 2 milliards par an. C'est une question de structure d'entreprise. Il a dû répartir ses actifs entre plusieurs sociétés afin d'optimiser ses impôts. Le docteur Augustus passa la main dans ses cheveux. Nous sommes fichus, complètement fichus. De l'autre côté de la pièce, Marcus était au téléphone avec Carole. « Comment ça se passe là-bas ?»« Exactement comme je m'y attendais, » répondit Marcus à voix basse. Le juge a failli s'évanouir quand il a entendu les chiffres. Et les avocats de Millennium ? Ils sont en pleine panique. Je pense qu'ils ont enfin compris à qui ils ont affaire. Marcus, tu es sûr de vouloir continuer ? Ils vont proposer un accord maintenant. J'en suis sûr. Ce n'est plus une question d'argent, Carole. C'est une question de dignité. Le juge revint dans la pièce, visiblement nerveux. Il s'assit sur sa chaise et resta silencieux pendant quelques secondes, regardant Marcus. « Monsieur Silva, je voudrais vous présenter mes excuses pour le traitement inapproprié qui vous a été réservé lors des précédentes audiences. Vous n'avez pas à vous excuser auprès de moi, votre honneur. Vous devez présenter vos excuses à tous les hommes d'affaires noirs qui sont passés par cette salle et ont reçu le même traitement. » Le juge baissa la tête. « Vous avez raison. » Docteur Augustus, s'adressa le juge aux avocats de Millennium. Après les révélations d'aujourd'hui, souhaitez-vous reconsidérer la position de votre client ? Le docteur Augustus chuchota quelques minutes avec son équipe. Puis il se leva, visiblement abattu. « Votre honneur, notre client souhaite retirer toutes les accusations portées contre Silva Enterprises. »« C'est tout ?» demanda Marcus calmement. « Monsieur Silva, que souhaitez-vous d'autre ?» Marcus se leva et se dirigea vers la table des avocats. Sa présence, qui semblait insignifiante auparavant, dominait désormais toute la salle. « Je veux des excuses publiques. Je veux que vous reconnaissiez que vous avez tenté de me faire chanter. Et je veux que vous payiez les frais de justice. »« Monsieur Silva, c'est le minimum, » l'interrompit Marcus, « parce que je ne vous ai pas encore parlé de mes autres investissements. » Le docteur Augustus déglutit péniblement. « D'autres investissements ? » ?»« Oui. Par exemple, je suis actionnaire minoritaire d'Interbank. Vous savez, celle qui finance 70% des projets de Millennium. » Le docteur Augustus devint livide. « J'ai également des parts dans Global Insurance qui couvrent tous les risques liés à vos projets immobiliers. Monsieur Silva, nous ne savions pas. Et j'ai une petite participation, seulement 15%, dans le cabinet d'audit qui certifie la qualité des constructions de Millennium. » Le docteur Augustus s'affaissa lourdement dans son fauteuil. « Maintenant, vous comprenez pourquoi 15 millions. C'est une bagatelle pour moi ?» Marcus retourna s'asseoir. « Et vous comprenez pourquoi il est si dangereux d'essayer d'extorquer quelqu'un sans savoir qui il est vraiment. » Le juge observa la scène en silence, essayant d'appréhender l'ampleur de ce dont il venait d'être témoin. « Docteur Augustus, » dit enfin le juge, « je pense qu'il serait prudent d'accepter les conditions de M. Silva.
Votre honneur, notre client accepte toutes les conditions. Marcus acquiesça. Très bien. J'attends le document d'excuse pour demain. À la fin de l'audience, le juge demanda à s'entretenir en privé avec Marcus. Monsieur Silva, puis-je vous poser une question? Bien sûr. Allez-vous poursuivre le tribunal pour discrimination? Marcus sourit. Cela dépendra de vous, votre honneur. Cette nuit-là, le juge Robert Matthews ne parvint pas à trouver le sommeil. Il resta sur Internet jusqu'à 3 heures du matin à faire des recherches sur Marcus Silva. Ce qu'il découvrit le laissa encore plus stupéfait. Marcus Silva, 42 ans, diplômé en génie civil de l'UCLA, a démarré avec un projet de 500 000 $ en 2004, dirige aujourd'hui un empire de 43 entreprises dont le chiffre d'affaires cumulé s'élève à 4,8 milliards de dollars. L'article du magazine Forbes faisait 3 pages. Il contenait des photos de Marcus inaugurant des hôpitaux, des écoles, des crèches. Toujours en costume simple, toujours souriant. Philanthrope discret, Silva a fait don de plus de 200 millions de dollars à l'éducation dans des communautés défavorisées. Ses entreprises emploient directement 15 000 personnes. Robert se frotta le visage. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Le lendemain matin, il arriva au tribunal avec 2 heures d'avance. Il demanda à sa secrétaire d'annuler tous ses rendez-vous de la matinée et resta dans son bureau à réfléchir. À 9 heures pile, Marcus apparut à la porte. « Vous m'avez demandé de vous voir. Votre honneur ?»« Monsieur Silva, asseyez-vous, je vous en prie. » Le juge lui indiqua le fauteuil. « Je voudrais vous parler. » Marcus s'assit et attendit. « J'ai fait des recherches sur vous hier soir, » commença le juge. « J'ai lu des articles sur vos entreprises, vos projets sociaux, votre parcours. Et qu'en avez-vous pensé? J'ai eu honte, profondément honte. » Le juge ôta ses lunettes et les nettoya nerveusement. « Vous êtes l'un des hommes d'affaires les plus respectés du pays et je vous ai traité comme n'importe qui. » Exactement. Et c'était à cause de la couleur de votre peau et de la simplicité de vos vêtements. Marcus croisa les jambes et attendit que le juge continue. « Monsieur Silva, vous avez tout à fait le droit de me poursuivre en justice, de demander ma destitution, de rendre public ce qui s'est passé ici. Et pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que j'espère que vous me donnerez une chance de réparer mon erreur. »« Comment ?» Le juge ouvrit un tiroir et en sortit un document. « J'ai rédigé une lettre d'excuse, pas seulement à votre intention, mais à tous les hommes d'affaires qui ont pu être victimes de discrimination dans ce tribunal. » Marcus prit la lettre et la lut en silence. Il s'agissait de 3 pages manuscrites, écrites d'une main tremblante mais sincère. « J'ai l'intention de lire cette lettre en audience publique, » poursuivit le juge, « et je mettrai en place de nouveaux protocoles pour éviter que cela ne se reproduise. » Quel genre de protocole? Une formation obligatoire sur la diversité pour tout le personnel. Un examen de toutes les affaires des 2 dernières années où il pourrait y avoir eu discrimination. Et la création d'un médiateur indépendant. Marcus plia la lettre et la mit dans sa poche. « Votre honneur, puis-je vous poser une question? » « Bien sûr. Croyez-vous vraiment que cela changera quelque chose? » Le juge hésita. « Je l'espère. L'espoir ne suffit pas. Il faut un engagement réel. Que suggérez-vous » Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, des dizaines de personnes entraient dans le palais de justice. Des avocats, des hommes d'affaires, des citoyens ordinaires. « Je voudrais que vous passiez une journée avec moi. »« Que voulez-vous dire? Une journée entière. Visitez mes entreprises, rencontrez mes employés, comprenez comment fonctionne le monde des affaires quand on est noir en Amérique. » Le juge resta silencieux pendant quelques minutes. « Quand? »« Samedi prochain, de 7 heures du matin à 7 heures du soir. »« J'accepte. » Marcus retourna s'asseoir. « Et j'aimerais que vous veniez avec votre femme. »« Ma femme? » « Oui. Elle doit comprendre aussi, parce que les préjugés ne sont pas seulement les vôtres, votre honneur. Ils sont ceux de la société. » Le juge acquiesça. « Une dernière chose, » dit Marcus en se levant pour partir. « Je veux que vous veniez en costume simple. Rien de marque, rien d'ostentatoire. Je veux que vous ressentiez par vous-même ce que c'est que d'être jugé sur son apparence. » Lorsque Marcus fut parti, le juge resta seul dans son bureau, regardant ses mains. Pour la première fois en 20 ans de carrière, il se demanda s'il savait vraiment ce qu'était la justice. Samedi, 7 heures du matin. Le juge Robert Matthews et sa femme Helen attendaient à l'entrée de la Silva Tower, dans le centre-ville de Los Angeles.
Il portait un costume ordinaire acheté chez Men's Warehouse, elle une robe simple achetée dans un grand magasin. « Robert, tu es sûr que c'est une bonne idée ?» murmura Hélène. « Je ne suis plus sûr de rien, Hélène, mais je dois le faire. » Marcus arriva ponctuellement à 7 heures, au volant d'une Honda Civic noire, modèle basique. « Bonjour, prêt pour l'expérience ?»« Monsieur Silva, je pensais que nous aurions un chauffeur, » dit Hélène. « Aujourd'hui, c'est moi qui conduis. Première leçon. Tous les hommes d'affaires ne conduisent pas une Porsche. » Pendant le trajet vers la première entreprise, Marcus expliqua le programme. « Nous allons visiter 5 entreprises différentes. Dans chacune d'elles, vous vous présenterez comme un couple à la recherche d'un emploi. Je veux voir comment vous êtes traité. »« Mais n'est-ce pas malhonnête ?» demanda Hélène. « C'est une expérience sociale. Vous découvrirez ce que c'est que d'être jugé sur son apparence. » Le premier arrêt fut un concessionnaire de voitures de luxe à Beverly Hills. Marcus se gara dans la rue et ils entrèrent ensemble. « Puis-je vous aider ?» demanda le vendeur en les regardant de haut en bas. « Nous aimerions voir quelques voitures, » répondit Robert. « Quel type de voiture ?»« Une berline haut de gamme. » Le vendeur hésita. « Nous en avons quelques-unes d'occasion à l'arrière. »« En fait, nous aimerions voir les nouveaux modèles, » l'interrompit Marcus. Immédiatement, l'attitude du vendeur changea. « Oh, pardon, monsieur Silva, je ne vous avais pas reconnu. Veuillez me suivre. » Robert et Hélène échangèrent des regards surpris. « Voici la nouvelle Audi A8, » dit le vendeur avec enthousiasme. « 300 000 $. Souhaitez-vous faire un essai routier ?» demanda Marcus au couple. « Bien sûr, » répondit le vendeur avant qu'il n'ait pu répondre. Pendant l'essai, Hélène fit remarquer « La différence de traitement est frappante. »« Ce n'est que le début, » dit Marcus. Le deuxième arrêt fut un centre commercial. Marcus les emmena dans une boutique de vêtements haut de gamme. « Je veux que vous choisissiez quelque chose pour vous. C'est moi qui paie. »« Ce n'est pas nécessaire, monsieur Silva. »« Si, je vous en prie, cela fait partie de l'expérience. » Dans le magasin, ils furent accueillis par une vendeuse qui les considérait clairement comme n'appartenant pas à la clientèle habituelle. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle sans enthousiasme. « Nous aimerions voir des costumes, » répondit Robert. « Nous avons quelques articles en solde dans le rayon des soldes. » Marcus arriva à point nommé. « En fait, nous aimerions voir la collection haut de gamme. »« Monsieur Silva !» La vendeuse sursauta presque. « Quel plaisir de vous voir. Nous avons reçu hier de magnifiques articles en provenance d'Italie. » En 15 minutes, Robert portait un costume de 3 000 $ et Hélène une robe de 2 000 $. « Vous comprenez maintenant ?» demanda Marcus en sortant du magasin. « C'est humiliant, » admit Hélène. « La façon dont elle nous a traités au début... »« Et vous êtes un couple blanc de classe moyenne, » fit remarquer Marcus. « Imaginez ce que c'est pour moi. » La troisième étape fut la plus marquante. Un restaurant haut de gamme à West Hollywood. « Une table pour 3 » demanda Marcus à la réception. « Bien sûr, monsieur Silva, votre table spéciale est prête. » Ils s'assirent à une table réservée avec vue sur le jardin. Le maître d'hôtel leur apporta personnellement la carte des vins. « Mais si j'étais venu seul ?» demanda Marcus au maître d'hôtel. « Comment cela, monsieur Silva? Si j'étais arrivé ici en costume ordinaire, sans réservation, comment aurais-je été traité ?» Le maître d'hôtel resta sans voix. « Peu importe, » sourit Marcus. « Apportez-nous le menu dégustation. » Pendant le déjeuner, Robert posa la question qui lui brûlait les lèvres. « Monsieur Silva, pourquoi faites-vous cela? Cette double vie de milliardaire discret ?» Marcus mâcha lentement avant de répondre. « Parce que je veux voir qui sont vraiment les gens, qui me respectent pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et qu'avez-vous découvert? Que 90% des gens sont comme vous l'étiez avant. Ils jugent sur l'apparence, discriminent en fonction de la couleur, méprisent la simplicité. » Hélène baissa la tête honteuse. « Mais les 10% restants me donnent de l'espoir, » poursuivit Marcus. « Ce sont des gens qui vous regardent dans les yeux, qui écoutent ce que vous avez à dire, qui vous traitent avec dignité, quelle que soit votre voiture ou vos vêtements. Et nous, dans quelle catégorie sommes-nous maintenant ?» demanda Robert. Marcus sourit pour la première fois de la journée. « Je n'ai pas encore décidé. » Après le déjeuner, Marcus emmena le couple visiter Silva Construction, l'une des usines de préfabrication de l'Est de Los Angeles. « C'est ici que tout a commencé, » dit Marcus en se garant devant un immense entrepôt. « Mon premier projet a été réalisé avec des pièces produites ici. » Robert et Hélène suivirent de Marcus à travers le complexe industriel.
Des centaines d'ouvriers travaillaient à la chaîne, tous vêtus d'uniformes arborant le logo de l'entreprise. « Combien de personnes travaillent ici ?» demanda Hélène. « 1200 dans cette unité. Il y a 5 usines au total. » Un homme noir d'une soixantaine d'années s'approcha en souriant. « Marcus, quelle bonne surprise !»« Bonjour, monsieur John. Comment ça va ?»« Tout va bien, fiston. La production est dans les temps. » Marcus se tourna vers le couple. « Votre honneur, Hélène, voici John Silva, mon père. » Robert faillit s'étouffer. « Votre père ?»« Oui, c'est lui. Il est le directeur général de toutes les usines. » John salua le couple d'une poignée de main ferme. « Enchanté. Vous êtes des amis de Marcus ?»« En quelque sorte, » répondit Robert, encore sous le choc. « Papa, ils visitent l'entreprise aujourd'hui. Tu peux leur montrer la chaîne de production ?» Pendant la visite, John raconta l'histoire de sa famille. Marcus a commencé à travailler ici à l'âge de 14 ans. Il transportait des sacs de ciment, mélangeait le béton, aidait les ouvriers du bâtiment. « Même s'il était votre fils ?» demanda Hélène. « Surtout parce qu'il était mon fils, » répondit John en riant. « J'ai toujours dit, celui qui veut commander doit d'abord savoir obéir. » Ils s'arrêtèrent devant une photo accrochée au mur. Le jeune Marcus couvert de ciment, souriant à côté d'un petit chantier. « C'était notre première construction en tant qu'entreprise, » expliqua John. « Une maison de 2 chambres dans la banlieue. 500 000 $. »« Et comment êtes-vous arrivé à des milliards ?» demanda Robert. « Avec du travail, de l'honnêteté et beaucoup de sueur, » répondit John. Marcus n'a jamais pris de raccourci, n'a jamais manqué à ses obligations de paiement, n'a jamais fait de travail bâclé. Marcus écoutait en silence, visiblement ému. « La différence entre mon fils et les autres hommes d'affaires est simple, » poursuivit John. Il n'a jamais oublié d'où il venait. En quittant l'usine, Marcus conduisit le couple au siège social de Silva Holdings, au dernier étage d'un immeuble de Century City. Vous allez maintenant découvrir l'autre facette de l'histoire. Le bureau était impressionnant. 2 étages entiers, une vue panoramique sur Los Angeles, une décoration sobre mais élégante. « Carole, je te présente le docteur Robert et madame Hélène. » Carole salua le couple avec curiosité. « Ils visitent nos installations aujourd'hui, » expliqua Marcus. « Super. Vous voulez voir nos chiffres ?» Pendant 2 heures, Carole présenta des tableaux, des graphiques, des projections. Les chiffres étaient effrayants. 43 entreprises, 15 000 employés directs, 4,8 milliards de chiffre d'affaires annuel. « Monsieur Silva, » interrompit Robert, « puis-je vous poser une question indiscrète ?»« Bien sûr. »« Quelle est votre fortune personnelle ?» Marcus échangea un regard avec Carole. « Selon Forbes, 2,1 milliards de $. » Hélène se pencha sur la table. « 2 milliards ? Mais ces chiffres ne veulent rien dire, » a poursuivi Marcus. 90% sont investis dans des entreprises, l'immobilier, des projets. Mon argent travaille, crée des emplois, fait tourner l'économie. Et les 10% restants? La philanthropie. L'année dernière, nous avons donné 180 millions à l'éducation et à la santé. Carole a montré une présentation sur les projets sociaux. 45 écoles construites, 12 cliniques, 200 bourses universitaires par an. Pourquoi ne pas le faire savoir ? Demanda Hélène. Parce que nous ne faisons pas de marketing avec la charité, répondit Marcus. Nous aidons parce que c'est juste, pas pour attirer l'attention. Quand ils quittèrent le bureau, l'après-midi était déjà bien avancé. Marcus se rendit à un dernier endroit, un lotissement dans le sud de Los Angeles. « Où allons-nous » demanda Robert nerveusement. « Voir où je vis. » « Comment ça ?» Marcus se gara devant un complexe immobilier moderne. « Voilà, appartement 304, bâtiment B. Vous vivez dans un logement social ?»« Oui. Je l'ai acheté quand j'étais jeune et je n'ai jamais voulu déménager. J'ai d'autres propriétés, mais c'est ici chez moi. » L'appartement comprenait 3 chambres. Il était simple mais bien entretenu. Des photos de famille étaient accrochées au mur, ainsi que quelques trophées d'ingénierie et de nombreux livres. « Monsieur Silva, » dit Hélène, assise sur le canapé, « je suis complètement perdu. »« Pourquoi ? Vous avez 2 milliards de $ et vous vivez dans un appartement de classe moyenne. Vous conduisez une Civic alors que vous avez un garage rempli de voitures importées. Vous portez des costumes de Men's Wearhouse alors que vous pourriez acheter n'importe quel vêtement. » Marcus servit le café à tout le monde. « Hélène, je peux vous poser une question ? » « Bien sûr. Qu'est-ce qui vous rend heureux ? » « Ma famille,
Mon travail. Les moments simples avec les gens que j'aime. Exactement. Et avez-vous besoin de 2 milliards pour cela? Non. Alors pourquoi en aurais-je besoin? Robert regarda par la fenêtre. De l'appartement, on pouvait voir tout Los Angeles. Monsieur Silva, vous m'avez appris plus sur la vie en un jour que je n'ai appris en 20 ans de carrière. Qu'avez-vous appris? Que la vraie richesse n'est pas ce que l'on possède, c'est ce que l'on fait avec ce que l'on a. Marcus sourit et leva sa tasse de café. Maintenant, oui, docteur Robert, vous commencez à comprendre. Le lundi matin, le juge Robert Matthews arriva au tribunal complètement transformé. Le week-end passé avec Marcus Silva avait changé sa perspective sur tout. « Bonjour, docteur Robert », le salua Anna, sa secrétaire depuis 15 ans. « Bonjour, Anna, pouvez-vous venir un instant ?» Anna entra dans le bureau et s'assit sur la chaise en face du bureau. « Anna, en 20 ans de collaboration, m'avez-vous déjà vu traiter quelqu'un avec préjugés ?» La question prit Anna au dépourvu. « Pourquoi cette question ?»« Répondez-moi, s'il vous plaît. » Anna hésita. « Eh bien, parfois vous êtes plus strict avec certaines personnes. » « Quel genre de personnes ?»« Les petits entrepreneurs, les gens d'apparence simple, certains avocats qui ne travaillent pas dans de grands cabinets. » « Et les noirs ?» Anna baissa les yeux. « Parfois, oui. » Le juge ferma les yeux pendant quelques secondes. « Anna, je veux que vous passiez en revue toutes les affaires des 2 dernières années. Séparez celles où j'ai pu être injuste en raison de préjugés. Monsieur le juge, cela va représenter beaucoup de travail. Peu importe, c'est nécessaire. » Pendant qu'Anna travaillait sur cette révision, Marcus Silva était dans son bureau de la Silva Tower en train d'analyser une proposition inhabituelle. Marcus, Millennium Construction, offre 50 millions pour Silva Logistics, l'informa Carole. 50 millions? L'entreprise en vaut 200. Ils le savent. C'est une proposition désespérée. Ils sont en faillite? Pire que ça. J'ai découvert qu'ils doivent 120 millions à leurs fournisseurs et 80 millions aux banques. Marcus se cala dans son fauteuil, et ils essayent d'acheter une de nos entreprises pour se sauver. Exactement. Le docteur Augustus a appelé 3 fois aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Que tu analysais la proposition. Marcus sourit. Organise une réunion avec eux pour jeudi. Allez-vous accepter la proposition? Je vais faire une contre-offre. Le jeudi, le docteur Augustus arriva à la Silva Tower accompagné de 2 cadres de Millennium. Ils furent reçus dans la salle de conférence du 15e étage. « Monsieur Silva, merci de nous recevoir », dit le docteur Augustus, visiblement nerveux. « Pas de problème, conseiller. Nous avons analysé votre proposition. Et quelle est votre réponse ?» Marcus ouvrit un dossier et en sortit un document. « Nous ne vendrons pas Silva Logistics. » Le docteur Augustus pâlit. « Mais monsieur Silva... » « Calmez-vous, laissez-moi terminer. Nous ne vendrons pas, mais nous avons une contre-offre. »« Quoi? Nous allons acheter Millennium Construction. » Silence total dans la pièce. « Que voulez-vous dire ?» balbutia l'un des cadres. « C'est simple. Vous devez 200 millions. Nous vous offrons 100 millions pour 100% de la société. Mais c'est la moitié de ce que nous devons. » Exactement. C'est ça ou la faillite totale. Le docteur Augustus tenta de négocier. « Monsieur Silva, nous pourrions envisager un partenariat. Il n'y a pas de partenariat possible avec ceux qui ont essayé de me faire chanter. » L'interrompit Marcus. « L'offre est la suivante. 100 millions paiement en espèces, vous remboursez ce que vous pouvez de vos dettes et il vous reste encore quelque chose pour repartir à zéro. » « Et si nous refusons ?» Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre. « Maître, vous savez que je suis associé chez Interbank, qui vous finance, n'est-ce pas? Nous le savons. Et que j'ai des parts dans Global Insurance qui couvrent vos risques. Nous le savons aussi. Et que je détiens 15% de la société d'audit qui certifie votre travail. Nous le savons. » Marcus se tourna vers eux. « Alors vous savez que si je le veux, je peux fermer Millennium demain. » Le docteur Augustus déglutit péniblement. « Il me suffit d'un mot à la banque pour que votre crédit soit suspendu. Un appel à la compagnie d'assurance pour annuler les polices. Un email à la société d'audit pour remettre en question la qualité de votre travail. Monsieur, Silva, ce serait les affaires, maudit avocat. Exactement ce que vous avez essayé de me faire. » Marcus retourna à la table et s'assit calmement. « La différence, c'est que j'ai le pouvoir de le faire. Vous n'aviez que l'espoir que je sois un petit homme d'affaires naïf. »
L'un des cadres de Millennium murmura quelque chose à Monsieur Augustus qui acquiesça nerveusement. « Monsieur Silva, nous aurions besoin de quelques jours pour analyser. Vous avez jusqu'à vendredi à 17 heures. Après cela, l'offre expire. Et si nous n'acceptons pas ?» Marcus sourit froidement. « Lundi, Millennium n'existera plus. » Après la réunion, Carol fut impressionnée par cette manœuvre. « Marcus, allez-vous vraiment détruire leur entreprise ?»« Je n'ai pas besoin de la détruire, Carol. Ils se sont déjà détruits eux-mêmes. Je leur offre simplement une sortie honorable. Et s'ils acceptent, nous intégrerons les bons employés dans nos entreprises. Les projets en cours seront menés à bien avec la qualité requise. Les fournisseurs recevront ce qui leur est dû. Et les dirigeants, ils apprendront que les préjugés ont un prix très élevé. Vendredi, 16h45. Le docteur Augustus attendait depuis un quart d'heure dans la salle d'attente de la Silva Tower. Ses mains tremblaient tandis qu'il tenait un dossier rempli de documents. « Monsieur Silva peut vous recevoir », lui dit la secrétaire. Marcus était seul dans la salle de conférence en train de lire des documents. Il ne leva pas les yeux lorsque le docteur Augustus entra. « Maître, j'imagine que vous avez une réponse à notre proposition. »« Monsieur Silva, nous avons discuté avec tous les associés de Millennium et nous acceptons votre offre. » Marcus leva enfin les yeux vers lui. « Toutes les conditions ?»« Toutes. 100 millions pour la société, le transfert des actifs, la reprise d'une partie des dettes. » « Parfait. » Marcus décrocha le téléphone. « Carol, pouvez-vous préparer les contrats Millennium ?» Quelques minutes plus tard, Carol entra avec une pile de documents. « Docteur Augustus, voici les contrats. Tout est prêt. » Le docteur Augustus lut rapidement les clauses. « Monsieur Silva, il y a une condition ici dont nous n'avons pas discuté. »« Laquelle ? » ?»« Il est stipulé que moi-même et les autres partenaires ne pouvons exercer aucune activité sur le marché immobilier pendant 5 ans. » Marcus se cala dans son fauteuil. « Exactement. Mais cela signifie que nous ne pourrons plus travailler dans notre domaine. Vous pouvez travailler, en tant qu'employé. »« En tant qu'employé ? Oui. Je vous propose des postes dans nos entreprises, avec des salaires compatibles avec votre expérience. » Le docteur Augustus resta silencieux pendant quelques minutes. « Monsieur Silva, puis-je vous demander pourquoi vous faites cela? Faire quoi? Nous offrir des emplois après tout ce qui s'est passé. » Marcus se leva et se dirigea vers la fenêtre. En bas, Los Angeles s'animait en cette fin d'après-midi. « Maître, avez-vous des enfants? »« Oui, 2. Quel âge ont-ils? » 15 et 18 ans. « Et que voudriez-vous qu'ils apprennent au sujet de la justice? » Le docteur Augustus réfléchit quelques secondes. « Qu'elle existe, que les méchants sont punis et que les gentils sont récompensés. » Exactement. Mais la vraie justice, ce n'est pas seulement punir, c'est aussi donner une chance de se racheter. Marcus revint s'asseoir à la table. « Vous avez essayé de me faire du mal par préjugés. C'était mal et vous en payez le prix. Mais si je détruisais simplement vos vies, je ne vaudrais pas mieux que vous. Alors pourquoi nous offrir du travail? Parce que je veux que vous appreniez. Je veux que vous travailliez aux côtés de personnes que vous méprisiez. Je veux que vous voyiez que la compétence n'a pas de couleur. » Carol, qui écoutait la conversation en silence, sourit fièrement. « Il y a une condition supplémentaire, » poursuivit Marcus. « Laquelle? Vous travaillerez directement avec les employés noirs de l'entreprise, sous leur supervision. » Le docteur Augustus déglutit péniblement, mais acquiesça. « Et une dernière chose, je veux que vous racontiez cette histoire à vos enfants. Tout, depuis les préjugés au tribunal jusqu'à la leçon d'aujourd'hui. Ça pourquoi? Pour qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs que vous. » Le docteur Augustus signa les contrats d'une main tremblante. Lorsqu'il eut terminé, il regarda Marcus. « Monsieur Silva, puis-je dire quelque chose? »« Bien sûr. Vous êtes un homme meilleur que je ne le mérite. Je ne suis pas meilleur que quiconque. Avocat. J'ai simplement eu la chance d'apprendre certaines choses plus tôt dans ma vie. Quelles choses? Que l'argent est un outil, pas un objectif. Que le pouvoir sans sagesse est dangereux. Et que la véritable victoire n'est pas de détruire l'ennemi, mais de le transformer en allié. » Lorsque le docteur Augustus quitta la pièce, Carol se retrouva seule avec Marcus. « Êtes-vous sûr qu'ils retiendront la leçon? Certains oui, d'autres non, mais au moins ils en auront l'occasion. Et s'ils ne changent pas ?» Marcus sourit. « Alors je les renverrai. » Pendant que Marcus concluait l'accord avec Millennium, le juge Robert Matthews était dans son bureau
en train de finaliser un projet sur lequel il travaillait depuis 2 semaines. « Hannah, pouvez-vous appeler le juge en chef ?»« Maintenant, docteur. »« Oui, c'est urgent. » 15 minutes plus tard, le juge en chef Carlos Rivera entra dans le bureau de Robert. « Robert, qu'y a-t-il de si urgent ?»« Carlos, je dois te parler de quelque chose de grave. » Le juge en chef s'assit. « Je t'écoute. J'ai commis une grave erreur il y a quelques semaines. J'ai discriminé un homme d'affaires en raison de préjugés raciaux. Robert, c'est une accusation très grave. Ce n'est pas une accusation, c'est un aveu. Et je veux mettre en place des changements pour que cela ne se reproduise plus. » Robert tendit un document de 15 pages au juge en chef. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un protocole complet pour lutter contre la discrimination au sein du tribunal. Formation obligatoire, médiateur indépendant, réexamen des anciennes affaires. » Le juge en chef lut quelques pages. « Robert, cela va bouleverser beaucoup de choses. Il faut que ça change. Carlos, j'ai découvert que je ne suis pas le seul juge à avoir ce problème. Que voulez-vous dire? J'ai mené une enquête informelle auprès de mes collègues. 70% d'entre eux admettent avoir traité des personnes différemment, en fonction de leur apparence ou de leur origine ethnique. » Le président du tribunal resta silencieux pendant quelques minutes. « Et quelle est votre proposition? » « Mettre en œuvre ce protocole à titre expérimental ici. Si cela fonctionne, l'étendre à l'ensemble de l'État. » Robert, êtes-vous sûr de vouloir exposer le tribunal à ce genre de scrutini? Car je suis sûr que c'est nécessaire. Le juge en chef rangea le document. Je vais l'analyser avec l'administration et je vous donnerai une réponse. Carlos, il y a quelque chose que vous devez savoir. Quoi? L'homme d'affaires que j'ai discriminé, c'est Marcus Silva. Le juge en chef faillit tomber de sa chaise. Marcus Silva? De Silva Holdings? Exactement. L'homme qui gagne près de 5 milliards par an et que j'ai traité comme un moins que rien. Mon Dieu, Robert, va-t-il poursuivre le tribunal? Je ne sais pas encore. Mais s'il le fait, nous le mériterons. Et pourquoi me dites-vous cela? Parce que je veux faire ce qui est juste, quelles qu'en soient les conséquences. Le juge en chef quitta le bureau visiblement inquiet. 1 heure plus tard, il appela Robert. « Robert, le conseil a approuvé votre protocole. Nous commençons lundi. » « Ils l'ont vraiment approuvé? » « À une condition, vous coordonnerez personnellement sa mise en œuvre. » « J'accepte. » « Et Robert? »« Oui, nous devons parler à Marcus Silva, en personne. Lundi, 10 heures. » Le juge en chef, Carlos Rivera, et le juge Robert Matthews se trouvèrent dans la salle de conférence de la Silva Tower. Marcus les accueillit en compagnie de Carole et de son avocat personnel. « Messieurs, merci d'être venus, » dit Marcus. « Monsieur Silva, nous sommes venus vous présenter nos excuses officielles pour ce qui s'est passé, » commença le juge en chef, « et mettre en œuvre des changements pour que cela ne se reproduise plus, » ajouta Robert. Marcus écouta en silence pendant qu'il lui expliquait le nouveau protocole anti-discrimination. « Intéressant, » commenta Marcus lorsqu'ils eurent terminé. « Mais j'ai quelques questions. » « Bien sûr. Premièrement, comment allez-vous identifier les cas de discrimination qui se sont déjà produits? » « Nous allons examiner tous les dossiers des 2 dernières années, » répondit Robert. « Et si vous trouvez des cas problématiques, nous proposerons un réexamen gratuit et, si nécessaire, une indemnisation. Deuxième question, comment allez-vous former les juges qui ne pensent pas avoir de préjugés? » Le juge en chef hésita. « C'est plus difficile. Puis-je suggérer quelque chose? » « Bien sûr. » Marcus se leva et se dirigea vers le tableau accroché au mur. « Et si des hommes d'affaires noirs qui ont réussi se rendaient devant les tribunaux pour partager leur expérience? Que voulez-vous dire? Des conférences, des ateliers, des conversations informelles. Montrer aux juges que les hommes d'affaires noirs ne sont pas un oxymore. Un oxymore? Une contradiction dans les termes. Beaucoup de juges pensent qu'il est impossible pour un noir de réussir véritablement dans les affaires. Le juge en chef nota la suggestion. Troisième question. Comment allez-vous mesurer l'efficacité des changements? Nous n'y avions pas pensé, admit Robert. Je suggère de créer un système d'évaluation, des enquêtes auprès d'avocats, d'hommes d'affaires, de citoyens ordinaires, des données statistiques sur les décisions. Carole, qui suivait la conversation, prit la parole. Marcus, puis-je suggérer quelque chose? Bien sûr. Et si Silva Holdings parrainait une étude sur la discrimination dans le système judiciaire? Quelque chose de scientifique, avec une université sérieuse.
Le juge en chef s'enthousiasma. Ce serait fantastique. Et, poursuivit Carole, nous pourrions créer un fonds pour payer les avocats des hommes d'affaires victimes de discrimination. Combien seriez-vous prêt à investir? Demanda le juge en chef. Marcus échangea un regard avec Carole. 5 millions par an pendant 5 ans. 25 millions? Le juge en chef faillit s'étouffer. Pour commencer, si les résultats sont bons, nous pourrons augmenter. Robert, qui était resté silencieux, prit enfin la parole. Monsieur Silva, puis-je vous demander pourquoi vous faites cela? Faire quoi? Aider à résoudre un problème qui vous a nui. Marcus retourna s'asseoir. Docteur Robert, combien y a-t-il de Marcus Silva en Amérique? Que voulez-vous dire? Combien d'hommes d'affaires noirs ont réussi à arriver là où je suis? Je ne sais pas. Peu? Exactement. Très peu. Et savez-vous pourquoi? Tout le monde attendit la réponse. Parce que la plupart abandonnent dès le premier obstacle, dès le premier préjugé, dès la première discrimination. Marcus se leva à nouveau. J'ai eu de la chance. J'avais une famille qui me soutenait, des partenaires qui croyaient en moi, des opportunités au bon moment. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de ceux qui n'ont pas eu cette chance? Je comprends. Si nous pouvons changer le système judiciaire, nous donnerons une chance à des centaines d'autres Marcus Silva. Et cela vaut bien plus que 25 millions. Le juge en chef se leva et tendit la main. « Monsieur Silva, avons-nous un accord ?» Marcus lui serra la main. « Nous avons un accord. Et qu'en est-il du procès contre le tribunal ?» Marcus sourit. « Quel procès? Il n'y a pas eu de procès. Mais vous aviez tout à fait le droit. Oui, mais je préfère construire des ponts plutôt que de me faire des ennemis. » L'auditorium de la faculté de droit de l'UCLA était bondé. 500 étudiants, professeurs et professionnels du droit attendaient avec impatience l'orateur de la soirée. Mesdames et messieurs, Marcus Silva. Marcus monta sur scène, vêtu de son costume simple habituel. Il fallut quelques secondes au public pour réaliser que cet homme noir à l'apparence ordinaire était l'un des plus grands hommes d'affaires du pays. « Bonsoir, je m'appelle Marcus Silva et je vais vous raconter une histoire sur les préjugés, la justice et la transformation. » Pendant 1 heure, Marcus raconta sa première rencontre avec le juge Robert jusqu'à la mise en place du protocole anti-discrimination dans les tribunaux de Los Angeles. 6 mois plus tard, les résultats commencent à se faire sentir, dit Marcus en montrant un diaporama avec des statistiques. Les plaintes pour discrimination ont diminué de 40%. La confiance des hommes d'affaires dans le système judiciaire a augmenté de 60%. Une étudiante leva la main. « Monsieur Silva, ne vouliez-vous pas vous venger du juge ?»« Oui, je le voulais. Mais j'ai appris que la vengeance est un luxe que les leaders ne peuvent pas se permettre. » Pourquoi? Parce que les dirigeants ont une responsabilité qui dépasse leur ego personnel. Ils ont une responsabilité envers l'avenir. Un professeur a demandé « Et le docteur Augustus, comment s'adapte-t-il à votre entreprise ?» Marcus a souri. « Très bien. Il supervise la construction d'une école à Watts. Il travaille directement avec 5 ingénieurs noirs. » Et comment réagit-il? Au début, cela a été difficile, mais la semaine dernière, il m'a dit qu'il avait appris plus en 6 mois à travailler pour moi qu'en 20 ans dans sa propre entreprise. Après la conférence, Marcus a été abordé par un jeune étudiant noir. « Monsieur Silva, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. Comment faites-vous pour rester motivé face aux préjugés ?» Marcus a posé sa main sur l'épaule du jeune homme. « Comment vous appelez-vous ?»« John Paul. »« John Paul, je vais vous donner le meilleur conseil que j'ai jamais reçu. Ne laissez pas l'ignorance des autres limiter vos rêves. Mais parfois, c'est difficile. C'est difficile. Mais n'oubliez pas que chaque fois que vous leur prouvez qu'ils ont tort à votre sujet, vous ouvrez la voie à la personne suivante. Et si j'échoue, tu échoueras parfois. Tout le monde échoue. La différence, c'est que lorsque tu échoueras, certains diront que c'est à cause de ta couleur de peau. Lorsque tu réussiras, ils diront que c'est grâce à la chance. Alors comment prouver le contraire? En étant si bon dans ce que tu fais que la couleur de ta peau deviendra un détail sans importance. En quittant l'université, Marcus trouva le juge Robert Matthews qui l'attendait à l'entrée. « Docteur Robert, quelle surprise! Monsieur Silva, je suis venu écouter votre conférence. C'était fantastique. Merci. Comment ça va au tribunal? Mieux que jamais. Le protocole fonctionne bien. Et nous avons des nouvelles. Quoi?
La Cour supérieure de Californie a été invitée à présenter notre projet à la Cour suprême. Félicitations. L'idée est de mettre en œuvre le protocole à l'échelle nationale. Marcus s'arrêta de marcher. À l'échelle nationale? Oui, Washington, New York, le Texas, tous les États veulent en savoir plus sur le projet. C'est plus important que nous l'imaginions. Beaucoup plus important. Et ce n'est pas tout. Ils veulent que vous présentiez le projet en personne à Washington. Moi? Vous? Devant les 9 juges de la Cour suprême. Marcus resta silencieux pendant quelques minutes. Quand? Le mois prochain. J'accepte. Les 2 hommes marchèrent en silence jusqu'à leur voiture. Avant de se quitter, Robert posa une dernière question. « Monsieur Silva, puis-je vous avouer quelque chose ?» « Bien sûr. Ce jour-là, au tribunal, ma vie a changé. Pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. Comment cela? J'ai commencé à remettre en question tous mes préjugés, sur les Noirs, sur les pauvres, sur les gens différents de moi. Et qu'avez-vous découvert? Que le monde est beaucoup plus riche et plus intéressant quand on ne juge pas les gens sur leur apparence. Marcus sourit et serra la main du juge. « Docteur Robert, c'est la plus grande victoire qui soit. » La Cour suprême était en session extraordinaire. Les 9 juges, des dizaines de juges fédéraux venus de tout le pays et des représentants du bureau administratif des tribunaux américains occupèrent la salle. Marcus Silva, qui portait un costume de créateur pour la première fois, attendait son tour de parler. À côté de lui, le juge Robert Matthews relisait ses notes. « Tu es nerveux ?» demanda Robert. « Un peu, » admit Marcus. « Je n'ai jamais parlé devant la Cour suprême. »« Tout ira bien. Ton histoire parle d'elle-même. » Le président de la Cour suprême, John Stevens, ouvrit la séance. « Honorable juge, nous sommes ici pour en savoir plus sur le protocole de Los Angeles pour lutter contre la discrimination dans le système judiciaire. La parole est au juge en chef, Carlos Rivera. » Pendant 30 minutes, le juge en chef a présenté les données. Réduction de 50% des plaintes pour discrimination, augmentation de la confiance du public dans le système judiciaire, taux d'approbation de 85% parmi les juges eux-mêmes. Nous invitons maintenant M. Marcus Silva à partager son expérience personnelle. Marcus s'est levé et s'est dirigé vers le podium. Pendant quelques secondes, il a regardé les visages des juges. Des hommes et des femmes qui décident de l'avenir de la justice américaine. Mesdames et messieurs les juges, il y a 8 mois, je me trouvais dans un tribunal de Los Angeles où j'ai été victime de discrimination de la part d'un juge qui m'a regardé et a décidé qu'un noir ne pouvait pas être un homme d'affaires sérieux. La salle est tombée dans un silence absolu. Aujourd'hui, ce même juge est mon partenaire dans un projet qui pourrait transformer la justice américaine. Cela m'a appris quelque chose de fondamental. Les gens peuvent changer. Marcus raconta toute son histoire. Les préjugés initiaux, la révélation progressive de son pouvoir économique, la décision de transformer l'injustice en une opportunité de changement. Messieurs les juges, je ne suis pas ici en tant que victime. Je suis ici en tant qu'Américain qui croit que nous pouvons faire mieux. La juge Ruth Ginsburg posa la première question. Monsieur Silva, le protocole ne risque-t-il pas de créer un embarras excessif pour les magistrats? Juge Ginsburg, avec tout le respect que je vous dois, l'embarras excessif, c'est d'être victime de discrimination de la part de ceux qui sont censés rendre la justice. Le protocole garantit simplement que tout le monde est traité avec dignité. Le juge Clarence Thomas demanda « Comment pouvons-nous garantir que ces changements seront durables ?» Une formation continue, une surveillance constante et surtout l'exemple donné par les dirigeants. Les juges plus expérimentés doivent montrer aux nouveaux comment rendre la justice sans préjugés. Pendant 2 heures, Marcus a répondu aux questions, présenté des données et partagé ses expériences. À la fin, le président de la Cour suprême a demandé délibération. 15 minutes plus tard, à l'unanimité, la Cour suprême approuve la mise en œuvre du protocole national de lutte contre la discrimination dans le système judiciaire. La salle a éclaté en applaudissements. Monsieur Silva, a poursuivi le président de la Cour suprême, au nom de la justice américaine, nous vous présentons nos excuses pour ce que vous avez subi et nous vous remercions d'avoir transformé votre expérience en une opportunité d'amélioration pour tous. Marcus s'est ému pour la première fois en public. Juge Stevens, j'accepte vos excuses, mais je tiens à être clair, je n'ai pas fait cela pour moi. Je l'ai fait pour les millions d'Américains qui méritent une justice égale, quelle que soit la couleur de leur peau.
Après la séance, Marcus fut entouré de journalistes, de juges, d'avocats. Tout le monde voulait le féliciter, lui poser des questions, prendre des photos. Le juge Robert s'approcha au milieu de la confusion. « Marcus, nous avons réussi. Vraiment, docteur Robert. Savez-vous ce que cela signifie? Que l'Amérique sera un peu plus juste, et que vous êtes devenu l'homme d'affaires noir le plus influent du pays. » Marcus sourit. « Je ne veux pas être l'homme d'affaires noir le plus influent. Je veux être simplement l'un des nombreux hommes d'affaires américains qui font la différence. » Quelle est la différence? La différence, c'est qu'à partir de maintenant, la couleur de la peau ne déterminera plus la façon dont vous serez traité dans un tribunal américain. Robert tendit la main. « Merci, Marcus, pour tout. » Marcus serra la main de l'homme qui était devenu son plus grand allié. « Merci, docteur Robert, pour avoir prouvé que les gens peuvent vraiment changer. » 2 ans plus tard, Marcus Silva se trouvait dans le même tribunal où tout avait commencé. Mais cette fois-ci, ce n'était pas en tant qu'accusé. Il était orateur lors d'une cérémonie de remise de diplôme pour les nouveaux juges. Le juge Robert Matthews, désormais promu juge fédéral, présenta les chiffres du protocole national. En 2 ans, nous avons réduit de 70% les plaintes pour discrimination dans le système judiciaire américain. Plus de 2000 affaires ont été examinées, ce qui a donné lieu à 145 indemnisations pour discrimination avérée. Le public applaudit chaque statistique. Mais surtout, poursuivit Robert, nous avons changé la culture. Nous avons créé une génération de juges qui comprennent que la justice n'a pas de couleur. Marcus se leva pour prononcer son discours final. « Chers nouveaux magistrats, aujourd'hui vous ne recevez pas seulement un poste, mais une responsabilité historique. » Il regarda les 50 jeunes juges assis au premier rang, des hommes et des femmes de toutes les couleurs, tous sur le point de prêter le même serment. Vous êtes la première promotion entièrement formée dans le cadre du protocole national. Cela signifie que vous n'avez jamais connu un système judiciaire qui accepte la discrimination. Marcus fit une pause et sourit. Continuez ainsi. Après la cérémonie, Marcus fut abordé par une jeune juge noire. « Monsieur Silva, je m'appelle Patricia Santos. Je tenais à vous remercier. » « De quoi? »« De m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Sans le protocole, je n'aurais peut-être jamais réussi l'examen du barreau. » « Pourquoi cela? » « Parce que dans la première phase de l'ancien examen, il y avait une évaluation du profil qui éliminait de nombreux candidats noirs sur la base de critères subjectifs. Et maintenant? Maintenant, l'évaluation est purement technique. Elle porte sur les connaissances juridiques, pas sur la couleur de la peau. Marcus était ému. « Docteur Patricia, puis-je vous donner un conseil? » « Bien sûr. Soyez si bonne dans ce que vous faites que personne ne remette jamais en question votre place. Je le serai, je vous le promets. » En quittant le palais de justice, Marcus trouva Carole qui l'attendait dans la voiture. « Comment s'est passée la cérémonie? »« Émouvante. Tu sais ce qui m'a le plus impressionné? »« Quoi? » Sur les 50 nouveaux juges, 20 sont noirs, 15 sont des femmes, 5 sont d'origine amérindienne. Waouh! C'est un sacré changement. Et ils ont tous été nommés au mérite, pas grâce à des quotas. Le protocole garantissait simplement que le mérite était le seul critère. Pendant le trajet vers le bureau, Marcus repensa aux 2 dernières années. Silva Holdings avait connu une croissance de 40%, dépassant les 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mais ce n'était plus ce qui le rendait le plus fier. Carole, avez-vous vu le rapport de la fondation Marcus Silva? Oui, impressionnant. La fondation, créée grâce à une partie des bénéfices de l'entreprise, avait déjà construit 127 écoles dans des communautés défavorisées, offert 2000 bourses universitaires, financé 450 petites entreprises dirigées par des entrepreneurs noirs, créé 15 pépinières d'entreprises dans des zones défavorisées. Sur les 450 entreprises que nous avons financées, 380 se portent bien, et 15 sont devenues des entreprises millionnaires. Cela signifie que nous créons de nouveaux Marcus Silva, des gens qui n'auront pas à vivre ce que j'ai vécu pour prouver leur valeur. En arrivant au bureau, Marcus a eu une surprise. L'ancien docteur Augustus l'attendait à la réception. Ces 2 années passées chez Silva Holdings l'avaient complètement transformé. « Marcus, j'ai une nouvelle à vous annoncer. »« Quoi ? » ?»« Mon fils a réussi l'examen du barreau. Félicitations. Et comment s'est-il débrouillé dans la formation sur la diversité ? Il était le meilleur de la classe. Il a dit qu'il avait appris en observant ma transformation à la maison. Marcus sourit.
Et votre fille? Elle termine ses études de droit. Elle veut se spécialiser dans les droits civils. Vous voyez, le changement ne s'arrête pas avec vous. Il se transmet à la génération suivante. Augustus redevint sérieux pendant un instant. Marcus, puis-je vous poser une question? Bien sûr. As-tu déjà regretté de ne pas m'avoir détruit quand tu en avais l'occasion? Marcus réfléchit quelques secondes. Augustus, si je t'avais détruit, je n'aurais sauvé que ma dignité. En te transformant, j'ai sauvé ta famille, tes enfants et toutes les personnes sur lesquelles ils auront une influence positive à l'avenir. Tu ne le regrettes donc pas? Pas du tout. En fait, j'ai une proposition à te faire. Laquelle? Que dirais-tu de reprendre ton métier d'avocat? En tant qu'associé chez Silva Holdings, Augustus écarquilla les yeux. Tu es sérieux? Tout à fait, j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne à la fois les préjugés et la rédemption. J'accepte. Ce soir-là, Marcus retourna dans son modeste appartement du sud de Los Angeles. Même s'il était milliardaire, il continuait à vivre au même endroit, à conduire la même Civic et à porter des costumes de chez Men's Wearhouse. Assis sur son balcon, contemplant la ville qu'il avait contribué à bâtir, Marcus repensa au chemin parcouru depuis son humiliation au tribunal. Son téléphone vibra. C'était un message du juge Robert. « Marcus, je viens de recevoir un rapport. Cette année, pour la première fois de l'histoire, il n'y a eu aucune plainte officielle pour discrimination raciale devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles. Aucune. Merci de ne jamais avoir baissé les bras. » Marcus sourit et tapa sa réponse. « Docteur Robert, merci d'avoir prouvé que la justice peut être vraiment juste et que les gens peuvent vraiment s'améliorer. » Il rangea son téléphone et regarda les étoiles. Quelque part en Amérique, un jeune noir étudiait pour devenir juge. Quelque part, une femme amérindienne ouvrait son entreprise. Quelque part, un homme d'affaires était traité avec dignité dans un tribunal. Il n'avait pas détruit ses ennemis. Il avait construit un pays meilleur. Et Marcus savait que cela valait bien plus que tous les milliards du monde. Fin.